Il était plus grand que ce que Bernard avait imaginé, une structure en bois et métal d'une vingtaine de mètres de long, les murs gris par les intempéries, le toit de tôle couvert de mousse, les fenêtres hautes voilées de toiles d'araignée. Une porte coulissante en bois massif, renforcée par des barres de métal, fermée par le cadenas dont Bernard avait la clé. Il fit tourner le cadenas. Il s'ouvrit au premier essai. La porte coulissa dans un grondement rauque, libérant une odeur dense bois, huile, métal, quelque chose de plus doux aussi, indéfinissable, comme de la résine ou de la cire ancienne. Bernard resta un moment sur le seuil, laissant ses yeux s'adapter à la pénombre. Puis il entra. Et il comprit pourquoi le notaire avait dit que les mots ne suffiraient pas. Le hangar était un monde. Pas un dépôt, pas un entrepôt, pas le capharnaüm encombré auquel il s'était préparé. C'était un atelier d'artisans, organisé avec une rigueur presque maniaque, où chaque outil était à sa place, où chaque objet avait été posé là avec intention. Mais les outils n'étaient que le décor. Ce qui remplissait le hangar, ce qui en occupait le centre, les côtés, les étagères du fond, c'étaient des œuvres. Des sculptures en bois d'une précision hallucinante. Des mécanismes articulés dont les pièces s'emboîtaient avec une logique que Bernard ne comprenait pas encore. Des maquettes de villages, de ponts, de moulins à eau dont les roues tournaient encore lorsqu'on soufflait dessus. Des objets qui semblaient appartenir à un autre siècle, réalisés avec des outils à main, au millimètre, comme si leur créateur avait eu toute l'éternité devant lui. Et peut-être, d'une certaine façon, c'était le cas. Bernard avança lentement dans l'allée centrale, regardant de chaque côté. Des dizaines d'œuvres, peut-être plus. Tout un atelier voué à une forme de beauté patiente que personne, apparemment, n'était jamais venu voir. Puis il s'arrêta. Au fond du hangar, sur une longue table en bois brut, se trouvait quelque chose de différent des autres objets. Pas une sculpture abstraite, pas une maquette de paysage. C'était une armoire en chêne, petite, pas plus d'1 mètre de haut, fermée par une serrure en laiton. Et posée dessus, protégée par une pochette transparente, un simple feuillet. Sur le feuillet, une écriture appliquée, légèrement tremblante, l'écriture d'un homme âgé. Pour Bernard. À ouvrir en premier. Bernard s'assit sur le tabouret qui se trouvait devant la table, comme si quelqu'un l'avait posé là exprès pour lui. Comme si cet espace avait été agencé en pensant à ce moment précis. Et il lut. La lettre était courte. Bernard, si tu lis ceci, c'est que tu as fait le voyage. Je savais que tu viendrais. J'aurais aimé être là pour te voir entrer. Je m'appelle Émile Roux. Je suis ton père. Il y a des choses que je n'aurais pas dû laisser pour une lettre. Mais je n'ai pas trouvé la force de venir te voir de mon vivant. J'avais peur. Peur que tu refuses de m'écouter, peur que tu aies raison de le faire. Peur surtout de regarder en face tout ce que je n'ai pas pu te donner. Tout ce que j'ai pu te donner, c'est ce hangar. Et ce qu'il contient. La clé de la petite armoire est sous le tabouret sur lequel tu es assis. Bernard s'arrêta de lire. Le papier tremblait légèrement dans ses mains, ou peut-être étaient-ce ses mains qui tremblaient. Il regarda sous le tabouret. Il y avait, effectivement, une petite clé en laiton, attachée à un morceau de ficelle. Il mit plusieurs secondes avant de la prendre. L'armoire contenait 3 choses. La première était une boîte en carton grise, fermée par un ruban. Elle était pleine de documents. Des courriers officiels, tamponnés, datés, archivés avec soin. Bernard reconnut immédiatement les logos, services sociaux de la Drôme, préfecture de l'Ardèche, tribunal de grande instance de Privas, direction des affaires sanitaires et sociales. Des dizaines de lettres, étalées sur des décennies, des années 60 aux années 90. Des demandes. Toutes des demandes. Demande de renseignements sur le placement de l'enfant Bernard Leclerc, né le 14 mars 1957. Demande de révision de la décision de placement. Demande d'autorisation de contact. Demande de droit de visite. Demande d'adoption. Et à chaque demande, une réponse. Des réponses courtes, administratives, définitives. Dossier clos. Décision non révisable. Contact non autorisé. Demande irrecevable. Bernard parcourut les lettres une par une, les mains de plus en plus lentes. Il y en avait 43. Il les compta. 43 demandes adressées à des administrations différentes, s'étalant sur 30 ans, toutes formulées avec une politesse obstinée, toutes rejetées. La deuxième chose dans l'armoire était un journal. Un carnet en cuir brun, épais, les pages jaunies au bord. En couverture, une inscription à l'encre bleue. Lettre à Bernard. 1963-2020. Bernard l'ouvrit à la première page.
14 mars 1963. Mon Bernard, tu as 6 ans aujourd'hui. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas si tu vas bien. Je ne sais pas comment tu t'appelles maintenant, s'ils t'ont changé ton prénom, si tu as d'autres parents, si tu ris. Je pense à toi tous les jours. Chaque matin quand je rentre dans l'atelier, je regarde la place où tu t'asseyais quand tu étais petit, sur le tabouret près de l'établi. Tu regardais les copeaux tomber et tu essayais d'en attraper en l'air. Tu avais l'air si sérieux pour un petit garçon de 2 ans. J'ai écrit une lettre à la préfecture, mais ils disent que je n'ai pas le droit. Je continue à travailler. C'est tout ce que je sais faire. Je t'aime, mon fils. Bernard referma le carnet. Il resta assis sans bouger pendant ce qui lui sembla être une très longue période. Dehors, le vent se levait contre les parois en métal du hangar, un bruit sourd et régulier, comme une respiration. Il rouvrit le carnet à une autre page, au hasard. 14 mars 1979. Mon Bernard, tu as 22 ans aujourd'hui. J'imagine que tu travailles quelque part, que tu as commencé une vie. J'espère que tu es heureux. Je t'ai cherché encore cette année. J'ai engagé un détective privé, un homme de Montélimar. Il m'a dit que tu t'appelais toujours Bernard Leclerc, que tu avais grandi à l'orphelinat Saint-Joseph de Valence, que tu travaillais à Lyon. Il n'a pas pu me donner ton adresse, la loi ne le permet pas. Mais tu es là. Lyon. À 2 heures de route de moi. Je me suis demandé des centaines de fois si je devais venir frapper à ta porte. Et chaque fois, j'ai pensé, qu'est-ce que j'aurais à lui dire? Que j'ai essayé, et qu'on ne m'a pas laissé faire. L'atelier avance. J'ai commencé quelque chose pour toi. Quelque chose qui va prendre du temps. Des années peut-être. Je t'aime. Bernard posa le carnet sur la table et regarda fixement le mur en face de lui. Lyon. À 2 heures de route. Tout ce temps, il passa plusieurs heures dans le hangar, assis sur ce tabouret, à lire. Il n'allait pas dans l'ordre. Il allait de page en page, suivant le fil de cette voix qui lui était inconnue mais qui, paradoxalement, lui parlait comme si elle le connaissait depuis toujours. Parce que c'était le cas. Émile Roux avait suivi Bernard à travers les rapports de détectives, les bribes d'informations glanées par des intermédiaires, les rares fragments qui filtraient à travers les murailles administratives. Il savait que Bernard avait obtenu son BEP en 1975. Il savait qu'il s'était marié en 1989, une femme prénommée Martine. Il savait qu'ils avaient divorcé en 1996. Il savait que Bernard était facteur depuis 1978. Il avait tout noté, comme un homme qui collecte les preuves que son fils est vivant, que son fils existe quelque part, et que cela suffit à continuer. Puis Bernard tomba sur une entrée qui l'arrêta net. 14 mars 1996. Tu as divorcé cette année, paraît-il. Je suis désolé, Bernard. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et cette femme. Mais j'espère que tu n'as pas eu l'impression que la solitude était ton destin. Que c'était dans ta nature, ou dans la mienne. Ce n'est pas vrai. On nous a séparés. Ce n'est pas la même chose que si tu n'avais jamais appartenu à quelqu'un. Tu as appartenu à quelqu'un. Tu m'as appartenu, je veux dire, tu étais à moi à prendre soin d'eux, à protéger, à regarder grandir. Et ils me l'ont interdit. Ce n'est pas toi qui étais seul par nature. C'est moi qui n'ai pas su te rejoindre. Je t'aime. Bernard posa le journal. Il pensa à Martine, à cette façon qu'il avait eue, pendant leur mariage, de se retirer intérieurement sans prévenir, de ne pas savoir comment rester présent dans la durée. Elle lui avait dit une fois, « Bernard, j'ai l'impression que tu cherches quelque chose que tu ne sais pas nommer, et que même moi je ne peux pas te le donner. » Il n'avait pas su quoi répondre. Peut-être qu'il savait maintenant. Mais ce n'était pas encore la révélation la plus profonde. Ça allait venir. La troisième chose dans l'armoire était enveloppée dans une toile de lin, ficelée soigneusement comme un cadeau. Bernard l'avait laissée pour la fin, sans savoir pourquoi. Il défit la ficelle lentement. À l'intérieur se trouvait une maquette. Pas une maquette quelconque, un village en miniature d'une précision et d'un détail qu'il n'avait vu nulle part, même parmi toutes les œuvres que le hangar contenait. Les maisons en pierre sèche avec leurs volets peints en bleu et en vert. L'église romane avec son clocher trapu. La fontaine de la place. Le lavoir au bord du chemin. Le verger avec ses arbres tordus. Saint-Martial-sur-Lauze, en miniature. Chaque bâtiment reconnaissable. Mais au centre du village, là où aurait dû se trouver la mairie, il y avait un autre bâtiment, le hangar, fidèle jusque dans les détails de ses murs grisés et de son toit de tôle. Et devant la porte du hangar en miniature, 2 silhouettes en bois sculpté, peintes à la main. Un homme grand, voûté, avec une casquette. Et à côté de lui, tenant sa main,
un petit garçon. Bernard retourna la maquette avec précaution. En dessous, gravé dans le bois. Ce village t'attendait. Cette maison t'attendait. Moi, je t'attendais. Tu as toujours eu une maison, Bernard. Tu l'as toujours eue. Je t'aime, papa. Ce fut à ce moment que tout s'effondra et se reconstruisit en même temps. Bernard venait de passer 67 ans à croire qu'il était un enfant dont personne n'avait voulu. C'était la version de lui-même qu'il portait depuis l'âge de 3 ans. Pas comme une pensée consciente, pas comme une douleur qu'il dramatisait, mais comme une évidence silencieuse, une donnée fondamentale de sa propre existence. Personne n'avait voulu le garder. Il était parti dans le système et le système l'avait absorbé. C'était faux. Ce n'était pas du tout ce qui s'était passé. Il avait un père. Un père qui avait passé 30 ans à frapper à des portes fermées, qui avait envoyé 43 lettres, qui avait engagé des détectives, qui savait qu'il habitait Lyon depuis des décennies et qui n'avait pas osé frapper à sa porte par peur d'être refusé. Un père qui, au lieu de frapper à cette porte, avait pris ses outils, était entré dans son atelier et avait commencé à construire. À construire pour lui. Parce que c'était la seule chose qu'il savait faire. La seule façon qu'il avait de tenir la promesse qu'il ne pouvait pas tenir autrement. Bernard se leva et fit le tour du hangar une deuxième fois, mais différemment. Et cette fois, il vit ce qu'il n'avait pas vu en entrant. Sur chaque étagère, sur chaque établi, les œuvres n'étaient pas disposées au hasard. Il y avait un ordre, un récit. Les sculptures les plus anciennes, les premières rudimentaires, maladroites par comparaison, se trouvaient dans le fond à gauche. En avançant vers la porte, elles devenaient de plus en plus précises, de plus en plus complexes, de plus en plus belles. 60 ans de progression d'un artisan qui avait aiguisé son art dans la solitude. Et sur plusieurs d'entre elles, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu la première fois. De petits numéros gravés discrètement sur le socle ou sous la base. Il sortit le journal et chercha les entrées correspondantes. L'objet numéro 1, une petite toupie en bois, imparfaite, sculptée grossièrement. Datée de 1963, avec une note dans le journal. Je t'aurais appris à la faire tourner. L'objet numéro 12, un cheval articulé dont les jambes bougeaient lorsqu'on tirait un fil. Daté de 1974, entrée du journal. Tu aurais 17 ans. J'aurais voulu que tu joues avec quand tu étais petit. L'objet numéro 28, un mécanisme d'horlogerie dont les engrenages faisaient tourner une sphère dorée autour d'une étoile centrale. Daté de 1985, entrée du journal. Pour tes 28 ans. Parce que tu méritais d'avoir quelque chose de beau. Chaque objet était un cadeau. Chaque objet portait la date d'un anniversaire de Bernard. 62 œuvres. 62 anniversaires. Il ne savait pas combien de temps il resta debout dans l'allée centrale du hangar, entouré de 62 années de présents qu'il n'avait jamais reçus. La lumière changeait lentement à travers les fenêtres poussiéreuses, passant de l'or de l'après-midi au gris du soir, et Bernard ne bougea pas. Il pensait à une chose très simple, presque trop simple pour 67 ans de vie. Il y avait un homme, quelque part sur ce même plateau ardéchois, qui avait pensé à lui le 14 mars de chaque année, qui s'était levé ce matin-là, avait pris ses outils, et avait fabriqué quelque chose. Pour lui. Même en sachant que Bernard ne l'aurait peut-être jamais. Même en sachant que les lettres resteraient sans réponse et les portes fermées. Il y a des façons d'aimer qui ne demandent rien en retour. Qui ne s'épuisent pas dans l'absence de réponse. Qui continuent simplement, obstinément, comme un artisan qui revient à son établi chaque matin parce que c'est ce qu'il sait faire, et que c'est la seule façon qu'il a de dire à quelqu'un, quelque part, que la séparation ne l'a pas emporté. Bernard sortit du hangar à la nuit tombée. Il traversa le chemin de terre, le verger, le ruisseau à sec, et rentra au village. La femme de l'épicerie-bar l'attendait. Elle s'appelait Hélène. Elle avait connu Émile Roux toute sa vie. Il était né ici, son père avant lui. Elle dit que tout le monde au village savait, depuis des années, qu'Émile avait un fils quelque part. Il n'en parlait pas facilement, mais les jours de fête ou certains soirs d'hiver, il disait parfois « Je travaille pour mon fils. Il viendra un jour. » Bernard lui demanda si Émile savait vraiment qu'il viendrait. Hélène réfléchit un moment. Puis elle répondit qu'il le voulait tellement que, avec les années, il n'arrivait plus à faire la différence. Elle lui prépara une soupe et du pain. Avant qu'il parte pour la nuit, elle lui tendit une enveloppe. Émile lui avait demandé de la remettre en personne, après sa première visite au hangar. À l'intérieur se trouvait une photo, noir et blanc, légèrement abîmée au coin, mais parfaitement nette. Un homme jeune, les cheveux noirs, en tablier de charpentier, se tenait devant l'entrée du hangar,
le même hangar, mais avec des murs neufs et une porte fraîchement peinte. Il souriait. Et dans ses bras, il tenait un enfant d'environ 2 ans, joues rondes, yeux grands ouverts, l'air d'observer le monde avec une concentration très sérieuse. Au dos, à l'encre bleue, Émile et Bernard, août 1959. Notre premier été à l'atelier. Bernard regarda la photo pendant longtemps. Il chercha une ressemblance dans le front de cet enfant, dans la façon dont ses sourcils se rejoignaient légèrement lorsqu'il regardait fixement quelque chose. Et peut-être parce qu'il le voulait, ou peut-être parce que c'était vrai, il vit son propre reflet. Ce soir-là, dans la petite chambre du gîte, il ne dormit pas avant longtemps. Il repensa à toute sa vie, mais avec un filtre nouveau, comme si on avait posé un calque sur une image et que les contours prenaient soudain un sens qu'il n'avait pas vu. Il repensa aux années à l'orphelinat, la solitude qu'il avait toujours mise sur le compte de sa nature, de sa façon d'être. Il comprenait maintenant que cette solitude avait une origine précise, qu'elle n'était pas une caractéristique de lui, Bernard, mais une conséquence. Une blessure infligée de l'extérieur, par des décisions administratives prises sans le consulter, par des gens qui étaient convaincus de faire le bien. Il repensa au divorce, à cette incapacité à appartenir vraiment, à rester, à croire que quelque chose pouvait durer. Il avait toujours cru que c'était un défaut de fabrique, quelque chose qui manquait dans sa façon d'être fait. Et si c'était simplement que personne ne lui avait jamais dit qu'il avait une maison, il revint au hangar le lendemain matin. Et le surlendemain, il passa 3 jours à lire le journal en entier, du début à la fin. Il n'y avait ni amertume ni plainte dans les entrées. Ce qui frappait le plus Bernard, c'était ça. Émile n'accusait pas le système avec rage, ne se posait pas en victime, ne construisait pas un discours de ressentiment sur 60 ans de séparation injuste. Il y avait bien, ici et là, des phrases douloureuses, des questions simples, du genre « Pourquoi la loi a-t-elle pu m'enlever mon fils ?» Mais elles étaient noyées dans quelque chose de plus grand. Une obstination tranquille à aimer sans attendre de retour. Cette obstination-là, Bernard ne l'avait jamais apprise à l'orphelinat. Il ne savait pas si c'était une chose qu'on héritait d'un père. Mais il se demandait si c'était transmissible quand même. Le dernier matin, avant de repartir pour Lyon, il alla au cimetière du village. La tombe d'Émile était simple, une pierre grise sans fioriture, juste le nom et les dates. Bernard resta debout devant elle un long moment, sans savoir quoi dire. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Finalement, il parla à voix basse, un peu embarrassé par le son de sa propre voix dans le silence du cimetière. « Je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais pas non plus si ça change quelque chose, maintenant. Je suis venu trop tard. Mais j'ai lu les lettres. Toutes les lettres. J'ai regardé les 62 objets. Et je veux que tu saches que je les ai vus. Que j'ai compris ce que c'était. » Il s'arrêta. « Je ne vais pas vendre le hangar. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais je vais revenir. » Il revint. Au printemps, puis l'été, puis l'automne encore. Le hangar était à lui, légalement, officiellement, définitivement. Il y passa du temps à tout inventorier, tout photographier, tout cataloguer. Il contacta le musée des arts et traditions populaires d'Aubenas pour leur parler des œuvres. Les conservateurs se déplacèrent, écarquillèrent les yeux, parlèrent de valeurs patrimoniales. Bernard dit qu'il réfléchirait. Ce qu'il décida, finalement, c'était de garder le hangar ouvert. Une fois par mois, il venait pour un week-end et laissait la porte ouverte. Les gens du village passaient. Des curieux venus de plus loin, attirés par le bouche à oreille. Des enfants, souvent les enfants étaient attirés par les mécanismes, les engrenages, les petites silhouettes en bois. Bernard leur expliquait les objets. Il leur lisait certains passages du journal, ceux qui lui semblaient universels, ceux qui n'avaient pas besoin d'histoire personnelle pour toucher quelqu'un. Il apprit à dire ces 2 mots. « Mon père ». C'était une phrase étrange à prononcer au début. Un homme qu'il n'avait pas connu consciemment, qu'il n'avait jamais rencontré adulte, qui lui avait néanmoins construit une maison pendant 60 ans. Mais plus il la prononçait, plus elle devenait naturelle. Il commença aussi à apprendre la menuiserie. Pas dans une formation officielle, il avait 67 ans, il n'était plus à ça. Il trouva un ébéniste à la retraite dans le 5e arrondissement de Lyon, un homme de 75 ans qui donnait des cours informels dans son garage à des gens qui voulaient travailler le bois. Bernard s'y inscrivit pour le vendredi après-midi. Il n'était pas doué au début. Ses premières pièces étaient maladroites, mal ajustées. Le vieil ébéniste disait en riant qu'il avait les mains d'un facteur et qu'il fallait les rééduquer. Bernard ne se vexait pas. Il recommençait.
Il recommençait parce qu'il avait vu ce qu'un homme pouvait faire avec 60 ans de pratique dans un hangar. Il recommençait parce que dans ce geste, raboter, ajuster, assembler, il sentait quelque chose qui n'avait pas de nom exact, mais qui ressemblait à une continuité. Un après-midi d'hiver, une petite fille d'environ 7 ans, venue avec ses parents en visite au hangar, s'approcha de la maquette de Saint-Martial-sur-Lose que Bernard avait posée sous une vitrine en verre qu'il avait fabriquée lui-même, maladroitement, mais solidement. La fillette regarda les deux silhouettes en bois devant le hangar en miniature. « C'est qui, eux deux » demanda-t-elle. Bernard s'accroupit à sa hauteur. « C'est un père et son fils. Ils se tiennent la main. »« Oui. Ils vont où » Bernard regarda les deux petites silhouettes. L'homme voûté avec sa casquette. L'enfant qui lève les yeux vers lui. « Nulle part, dit-il. Ils sont juste là, ensemble. » La petite fille parut trouver ça tout à fait satisfaisant. Elle passa à la pièce suivante. Bernard resta accroupi encore un moment, les yeux sur la maquette. Il y a des histoires qui mettent une vie entière à se raconter. Des histoires dont les deux moitiés se cherchent l'une l'autre sans jamais tout à fait se rejoindre, séparées par des murs qu'aucun des deux n'a construits. Et parfois, l'une des deux moitiés arrive au bout d'un chemin de terre, derrière un vieux lavoir, et comprend que l'autre moitié était là depuis le début, qu'elle attendait, qu'elle n'avait jamais cessé d'attendre. Bernard se leva, ajusta la vitrine, et alla ouvrir la porte du hangar en grand pour laisser entrer le soleil de janvier. Il faisait froid dehors, mais la lumière était belle. Elle entrait dans l'atelier et faisait briller les engrenages, les sculptures, les petits objets patinés par les décennies. Et dans cette lumière, tout ressemblait à ce qu'il avait toujours été sans que Bernard le sache, une lettre d'amour. Longue de 60 ans, adressée à un fils qui était enfin venu lire.